Alors, cette petite vidéo sur Windows et on va continuer notre approfondissement sur les systèmes et les sous-systèmes de Windows. Donc, maintenant, on va passer au SMSS. Et vous allez me dire, c'est quoi le SMSS? C'est le Subsystem Session Manager. OK? Donc, sous-système de management, de gestion de la session. Donc ce processus également connu sous le nom de Windows Session Manager est responsable de la création de nouvelles sessions. Il s'agit du premier processus en mode utilisateur qui est lancé par le noyau. Donc, on a affaire à du bas niveau. Si c'est le noyau qui le lance, vous savez que ça sera lancé en tant que NT Authority System et on voit que la session a un ID de 0. Donc, ça sera toujours en 0 et vous pouvez vérifier sur vos machines. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ces processus, c'est srSSS.exe et WinInit, par exemple. Et on voit que CSRSF, on va le voir plus tard, c'est le client serveur runtime process, et on a WinInit qui va permettre le démarrage des applications. Donc ça se lance quand vous lancez votre BCAD, eh ben, vous lancez Windows, et Windows, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser toute une série de composants pour que le système soit complètement fonctionnel. Et bien sûr, quand vous vous loguez avec votre session, ça va initialiser votre session utilisateur, ça va charger vos périphériques, vos drivers, vos raccourcis, etc., etc. Et bien sûr, le système d'exploitation s'appelle Windows, ça va charger le système de fenêtre, qui est l'interface graphique de Windows. Ok? Donc, ce processus démarre avec dans le mode noyau, donc le mode kernel, et dans le mode utilisateur. Et en mode utilisateur, c'est dans le sous-système Windows. Donc, on peut en savoir un peu plus ici avec l'architecture NT. On va voir un peu. Donc, pareil, je vous conseille l'article sur Wikipédia, comprendre le kernel mode, la gestion des objets, c'est vraiment important. Tout ce qui est entrée-sortie, tout ce qui est au niveau du cache contrôleur, du contrôleur de cache, hein, les local procedure call, les LPC, par opposition aux RPC qui sont les remote procedure call, la gestion mémoire, la structure des processus, comment le PNP est géré. Donc ça, c'est tout ce qui est le plug and play. Vous savez que quand vous installez une périphérique, par exemple, vous branchez une nouvelle périphérique en USB, le plug and play rentre en ligne de compte et va venir installer les drivers automatiquement pour que ça soit donc plug, branche et play, amuse-toi. Donc en gros, c'est pour faciliter l'installation des périphériques. Le Power Management, le SRM, Security Reference Monitor, GDI, qui est géré un sous-système client-serveur et qui est utilisé notamment par DirectX, oui, 9, 10, 11 ou 12. Donc c'est les interfaces de programmation qui permettent par exemple de lancer des applications en 3D ou des jeux vidéo. On a toute l'architecture kernel, les briques de kernel, comment le kernel gère les drivers, et la couche d'abstraction hardware. Donc là, c'est le HAL, Hardware Abstraction Layer, et comment sont gérées les interruptions, les interrupts. Et vous savez que, grosso modo, votre hardware communique donc en bas niveau avec une couche de pilotes, les drivers, ok, qui vont faire l'interface entre les couches hautes et les couches basses de votre ordinateur, et on va faire de multiples interruptions, ok, ce qu'on appelle des interrupts. Et ces interruptions vont permettre de communiquer directement avec la couche logicielle et communiquer en bas niveau pour demander au hardware de faire ce qu'on lui demande. Ok? Donc ça, allez voir. Franchement, lisez, prenez le temps de lire, traduisez. Je sais pas s'il y a l'équivalent, il doit y avoir l'équivalent en français. Mais vous savez, très souvent, on est un peu lésés, nous les Français. Il y a généralement de meilleurs articles en anglais qu'en français sur Wikipédia. Si j'espère, j'ose espérer, bon allez, on va aller voir ensemble. Déjà, on va voir un peu l'architecture. Et puis, est-ce qu'il y a le pendant sur Wikipédia à faire? Ouais. Donc ça, vraiment, ouais, mais vous voyez, c'est pas la même chose, hein. Voilà. C'est l'exemple concret, c'est pour ça que je déteste Wikipédia.
parce que en plus, un, c'est le ministère de la pensée, un peu comme dans 1984, George Orwell, et en plus, bah voilà, là, c'est l'exemple typique, voilà ce qu'on vous donne en France, super, et voilà la version anglaise, donc qui est beaucoup plus dense. Donc je suis un petit peu déçu là. Je suis un petit peu déçu. Malheureusement, il vaut mieux traduire la page en français anglaise que aller sur la page française qui est totalement inutile. Il nous explique le noyau NT à la limite, ouais. Ok, à la limite, vous pouvez lire ça. Ça, c'est déjà un petit peu plus technique, un petit peu plus intéressant. Et encore, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Donc voyons quand même l'architecte. Donc, je sais plus si vous vous rappelez, hier, j'ai fait une machine avec Alice au Pays des Merveilles et on a abusé de l'application POSIX. Vous voyez que c'est l'interopérabilité. On peut avoir du POSIX sur Linux, on peut avoir également du POSIX sur Windows. On a des applications OS2 et celles qu'on connaît tous, c'est les Win32. Les Win32, vous les utilisez au quotidien. Donc tout ça, la partie applicative va communiquer avec un sous-système, c'est ce qu'on appelle les environnements. Ces environnements, ce sous-système, va également être en relation avec les integrals. Et là-dessus, on va avoir, bah, par exemple, les services qui sont liés au serveur, le Workstation Service, qu'on appelle le LANman sous Windows, et toute la partie un peu sécurité. Donc là, on est dans la partie émergée, comme je vous dis toujours, c'est les couches d'abstraction haute. On est dans le user mode ou userland, appelez-le comme vous voulez. Et ces composantes vont passer en bas niveau. Et en bas niveau, on a quoi? Eh ben, on a des strates. Les strates, c'est un peu comme une pierre, si vous l'ouvrez, eh ben, elle est composée de multiples strates de différentes couleurs. On va faire simple, c'est la meilleure métaphore que je peux vous trouver. Donc tout en bas, on a le hardware. Le hardware, là, on communique avec des 0 et des 1, avec des impulsions électromagnétiques, électroniques. Ok, j'ai envie de dire. Et entre, eh ben, on a tout le kernel mode. Et le kernel mode, vous voyez qu'il est composé de la HAL, l'Hardware Abstraction Layer. Donc c'est elle qui va communiquer directement avec le hardware. Et ensuite, je vais remonter. Elle est en communication avec le microkernel, ce qu'on appelle le noyau micro, le micro-noyau, et les drivers qui sont en mode noyau. Donc, plus le driver est en mode noyau et en mode bas, on va dire, d'abstraction, plus il pourra faire des choses. Mais d'un point de vue sécurité, encore une fois, il faut vraiment faire confiance en fait hein, aux fabricants qui vous fournissent les drivers, puisque un driver qui est malicieux et qui est chargé au niveau du kernel mode aura toutes les possibilités d'installer des portes dérobées et de vous espionner, tout simplement. Et ça, vous inquiétez pas, les gens de la NSA l'ont bien compris. Et on leur fait un petit bisou d'ailleurs. Donc ensuite, on a le mode exécutif. Donc, la strat duo, c'est l'executive services. Eux, ils vont être directement en connexion avec le user mode via l'integral subsystem et l'environment subsystem. Et on a une autre strat qui est l'object manager. Donc vous savez que bah, tout est objet. Tout est objet et on va manipuler les objets au niveau d'un système d'exploitation. La plupart des systèmes d'exploitation sont codés en C. Ok. Et là-dedans, on a différentes briques qui vont faire différentes choses. On a le GDI, la partie graphique qu'on a vu, le Windows Manager qui va gérer tout ce qui est interface graphique, bon fonctionnement. Le Power Manager, vous connaissez un petit peu, vous pouvez euh, influer dessus, pardon, quand vous allez dans votre système, votre panneau de configuration et que vous définissez différents états de puissance via bah, les différents profils qui s'offrent à vous dans le gestionnaire d'alimentation. Le PNP, tout ce qui est plug and play. Okay, le process manager, eh ben, il va gérer tous les processus qui tournent en mémoire dans votre gestionnaire de tâches. Pardon. On a la partie Virtual Memory Manager. Donc, vous savez que on part de la RAM, donc la Random Access Memory, votre mémoire vive, et elle, ensuite, elle est intégrée au sein d'une plage virtuelle. C'est ce qu'on appelle la gestion de la mémoire virtuelle. Ok. Vous savez toujours, la mémoire peut être paginée ou non paginée, mais elle est toujours virtuelle. Pourquoi? Puisqu'en la virtualisant, en fait, on va pouvoir avoir un adressage complet de la mémoire et ensuite la découper en plusieurs bouts qui auront certaines fonctions. Certaines seront réservées au système d'exploitation. C'est pour ça que vous savez, quand vous allez dans votre gestionnaire de tâches, à peine
vous avez lancé votre Windows, vous savez qu'il s'attribue une partie de la mémoire vive et vous en laisse une autre pour les drivers, pour votre, vos logiciels que vous allez lancer. Ensuite, on a les IPC. Donc ça, c'est les instructions par cycle. Votre processeur, en fonction de sa puissance, va avoir des centaines de millions, des centaines de milliards, des centaines de trilliards d'instructions par cycle. Les IPC, c'est une méthode de calcul en termes de puissance. Et en gros, chaque IPC, eh ben, on va pouvoir lancer un certain nombre d'instructions. Les instructions sont parallélisées, c'est ce qu'on appelle le threading. Et le multithreading, c'est le principe de, au lieu d'avoir un pipeline simple, ça, c'est ce qu'on avait sur les anciennes architectures. Si vous êtes assez vieux, vous avez peut-être connu les Pentium même j'ai envie de dire, moi j'ai commencé sur un 486 SX 66 MHz, donc ça remonte à très longtemps, jusqu'à les Pentium 4, architecture NetBurst chez Intel. Et ensuite, on a eu les Athlon 64 côté AMD, toute cette génération de processeurs, donc grosso modo, on va dire, les processeurs des années 60 jusqu'à la fin 2000, on avait ce qu'on appelle des architectures à pipeline long. Un pipeline, c'est comme un canal, c'est comme un tuyau. Voyez-le comme un tuyau. Vous avez un tuyau, plus le tuyau est gros, plus vous pouvez faire passer des instructions. C'est comme une autoroute. Une autoroute, eh ben, si elle a 4 voies, elle sera beaucoup plus efficiente qu'une autoroute qui n'a 2 voies. Pourquoi? Parce qu'on va paralléliser le trafic. Là, en l'occurrence, si on parle d'une autoroute, ça sera le nombre de voitures qui circulent. Et plus il y a de fils, plus on va pouvoir en même temps faire circuler des véhicules. Voyez les véhicules comme des instructions et voyez les autoroutes comme les pipelines à l'intérieur de vos processeurs. Eh ben, on a changé et on s'est rendu compte que le problème du pipeline long au niveau de l'architecture microprocesseur, c'est que ça demande d'envoyer constamment un débit au niveau du pipeline pour qu'il soit le plus efficace possible. Ça veut dire qu'en termes de programmation, il faut, via des superfuges, via un système de cache, envoyer constamment de l'information. Et c'est vrai que ces processeurs, qui fonctionnent au meilleur de leur puissance, et en termes énergétiques, qui ne consomment pas de l'énergie pour rien, parce que vous savez qu'un processeur, déjà, il y a une bonne partie, ça on le sait pas trop, mais tous vos composants graphiques, il y a une partie qui est euh, consommée en déperdition. C'est-à-dire que en entrée, vous mettez du courant et il en ressort en sortie. Mais il y a du courant qui est utilisé à cause des résistances internes des, comment dire, des composants qui sont présents sur nos cartes graphiques, sur nos cartes mères et tout ça. Il y a une résistance, ce qu'on appelle l'impédance en ohm, qui va déjà faire perdre un petit peu de courant. Ok. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'électromigration. En fait, il y a le courant en passant dans les différents composants de votre matériel informatique va perdre également de l'énergie. Après, il y a l'énergie qui est utilisée pour le bon fonctionnement du système, et il y a une autre partie de l'énergie qui est perdue, perdue en termes calorifiques, ok, en termes de chaleur. Tout simplement, le matériel en fonctionnement va perdre et dépenser de la chaleur, en fait. Cette chaleur, on voit, c'est pour ça que tous vos composants chauffent et il faut les refroidir. Donc après, on les refroidit soit avec des caloducs, soit avec des heat pipes, soit avec des radiateurs, du water cooling ou des radiateurs avec de gros ventilateurs dessus. Cette chaleur, eh ben, c'est justement cette chaleur intrinsèque qui est due au fonctionnement et qui est perdue. Donc on gaspille déjà de l'électricité juste pour créer de la chaleur. En fait, voyez vos composants informatiques comme des mini-radiateurs. Déjà, il y a, allez, 20% du courant qui est gaspillé. Gaspillé de chez gaspillé. On ne devrait pas s'en servir puisque ce courant n'est pas utilisé pour le bon fonctionnement de l'appareil informatique, il est utilisé uniquement en déperdition, c'est de la perte. Donc vous voyez que déjà c'est très énergivore et aujourd'hui la planète est en train de crever et tous ces data centers, le principe du cloud et tout ça, c'est vrai que si on est un petit peu intelligent et qu'on se soucie de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est vrai que sur le long terme, c'est un peu comme le capitalisme. Je me suis promis que je ne ferai pas de politique, mais c'est vrai qu'on se dit à long terme, ou même à moyen terme, vu l'état de la Terre, dans 30, 40 ans, est-ce que ça aura encore un sens de faire tourner tout ça? Et même quel est l'avenir de l'informatique en fait? Alors heureusement on réduit, vous savez que plus on réduit
la lithographie, ce qui permet de faire fonctionner et de graver les vapeurs, donc ces couches de silicium, hein, qui sont dérivées à la base, c'est du sable qui est traité, retraité, on va en faire des galettes, ce qu'on appelle des wafers, et après, avec un principe de laser, et aussi de produits chimiques très très lourds, ça consomme beaucoup d'électricité, ça pollue énormément. Grâce aux terres rares, on va fabriquer tous les transistors, tout le matériel informatique que vous utilisez au quotidien. Je m'arrête là. On était donc sur ces processeurs à pipeline long. Ensuite, on a développé les processeurs pour les portables. Et pour les portables, vous savez que malheureusement, il faut qu'ils consomment le moins d'énergie possible. En parallèle, on travaillait sur la technologie ARM. Ok, ARM, RISC et x86, ces trois architectures différentes. Maintenant, vous savez qu'avec Apple, l'ARM est en train de battre euh, l'architecture x86 ou x64, même on peut dire. Donc, on voit les nettes évolutions en termes de processeurs. Et là, tous les processeurs, c'est là où je voulais en venir, que ce soit AMD ou Intel, depuis les années 2000, sont passés d'un pipeline long à un pipeline court. Donc, on a multiplié les pipelines, on a fait cette technique d'hyper-threading pour simuler des processeurs. Avec un processeur logique, on avait deux processeurs. Avec un processeur physique, on avait deux processeurs logiques. C'est pour ça que si vous avez un 4 cœurs, on vous vend un 8 cœurs, mais votre 8 cœurs, en fait, c'est un 4 cœurs physique et c'est un 8 cœurs logique. 8 threads, 4 cœurs. Moi, j'ai un 6 cœurs, 12 threads. Donc, 6 cœurs physiques, 12 threads. Et bref, tout ça, ça permet de mutualiser, ça permet de faire plusieurs pipelines en même temps, plusieurs tuyaux qui vont se superposer au sein d'un plus gros tuyau, si vous voulez, et ça va permettre de maximiser les IPC, les instructions par cycle. Tout ça, c'est géré par l'IPC Manager. Ensuite, on a quoi? On a la Security Reference Monitor. Donc ça va être une couche qui va permettre un peu de sécurité. Chaque fabricant de processeur fait un petit peu sa popote. C'est des systèmes cryptographiques qui vont s'assurer par un système de clés, ok, clés privées, clés publiques, que les accès au bas niveau sont bien autorisés et qu'il n'y a pas, comment dire, une fonction qui est appelée en bas niveau qui pourrait permettre soit de faire du hacking, soit de faire un déni de service, soit de faire un buffer overflow, etc., etc. Donc, on a plusieurs systèmes de protection aussi intégrés directement dans les puces. Je peux vous citer Intel SGX, qui est utilisé en entreprise, que vous avez sur vos processeurs. On a l'Intel Management Engine. Côté AMD, je connais un peu moins, mais bon, c'est un peu pareil, quoi. C'est des systèmes cryptographiques qui sont utilisés pour sécuriser les serveurs, pour sécuriser les clients. Et enfin, on a tout ce qui est I/O. Vous savez un, un ordinateur, ça fonctionne aussi sur des entrées-sorties. Ok, on le nourrit en entrée et il nous donne des résultats en sortie. Il calcule, il fait que calculer, 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 calculer par avec des opérations combinatoires, des opérateurs euh, classiques, entre guillemets, des fonctions mathématiques simples. Et donc des instructions sont pré-codées dans vos processeurs. Donc on a eu par exemple les SSE, MMX chez Intel. Maintenant je crois qu'on est à la sixième ou cinquième version des SSE. Toutes ces instructions parallélisées qui permettent de calculer soit en entier, soit en virgule flottante. Et l'IO Manager, lui, va gérer tout ce qui est accès au grappe de disque dur, au SSD, etc., etc. Et puis même la RAM. Parce que la RAM aussi, c'est de l'entrée et de la sortie. Donc tout ce qui permet de faire des entrées-sorties. Donc ça, c'est vraiment l'architecture par strate, par couche de NT. Et NT, ça remonte à Windows, j'ai envie de vous dire 98, je crois, ou 95, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, la dernière version de Windows 10 ou de Windows Server 2019. Voilà, je m'arrête là, mais il fallait savoir. Donc, SMSS, ça démarre avec CSRSS, sous-système de Windows, et WinInit qui initialise la session 0. Ça, c'est très important. Une session Windows isolée pour le système d'exploitation, et CRSS et WinLogon pour la session 1, qui est la session utilisateur. Donc 0, on sera en bas niveau, 1, on commence à passer dans le user land. C'est pour ça que là, généralement, la session 0, comme vous le voyez là, elle est, comment dire, lancée par le NT Authority System.
et la virtualisation n'est pas autorisée, parce qu'on est en bas niveau, faut pas foutre la merde. Par contre, dès qu'on passe en session 1, on peut virtualiser. Elle l'est pas tout le temps, mais là, on a la possibilité de virtualiser, et c'est également lancé en NT Authority System. Donc la première instance enfant, je vous dis, créer des instances. Non, la première instance parent, je pense, là ils ont mal traduit, créer des instances enfants de nouvelles sessions. Cela se fait en copiant le SMSS dans une nouvelle session et qui va se terminer en fait automatiquement. Donc on peut avoir plus de ressources sur le processus en allant voir ça. Donc ça c'est pareil. Je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va prendre des heures, mais allez jeter un petit coup d'œil. C'est important. Donc, tout autre système répertorié dans Required. Donc là, on a notre clé de registre. Vous pouvez faire un regedit pour lancer votre éditeur de clés, de registre, enfin, pour gérer les clés dans l'éditeur de registre, puisque vous savez que tout est clé en fait. Ou dès qu'on installe un programme, on modifie une fonction au niveau de Windows, très souvent, dans 90% des cas, ça va se faire via la modification d'une clé de registre. Ok? Donc on a ça, et on a le SMS qui est également responsable de la création des variables d'environnement. Donc dans tout système d'exploitation, vous avez des variables d'environnement, des fichiers d'échange mémoire virtuels, ça peut être le swap, ça peut être le fetch, ça peut être le prefetch, ça peut être tous les fichiers qui permettent le bon fonctionnement. On en a deux majeurs, je n'inventerai un. Vous allez sur votre C, vous allez les voir en fonction. On a l'Hibern 6 qui permet l'hibernation. Si vous le désactivez, vous désactivez l'hibernation. C'est ce que je fais parce que ça permet de récupérer un paquet de gigaoctets sur mon SSD. Mais on a deux fichiers et on ne peut pas s'en passer. C'est le swap file.6 et le pagefile.6. Ça, ce sont deux fichiers qui permettent quoi? Qui permettent justement des fichiers d'échange de mémoire virtuelle. Et ça démarre avec WinLogon. WinLogon, c'est le gestionnaire d'ouverture de session Windows. Donc, qu'est-ce qui est normal? Là, ça paraît normal. On voit que c'est vérifié. Heureusement, les drivers sont signés numériquement pour ajouter une couche de protection et s'assurer que c'est pas Toto le hacker, version 10.0, qui a chargé un driver qu'il a gentiment renommé SMSS.exe et qu'il a foutu dans système 32. Donc, on voit que c'est système, là on passe à 4, on a l'adressage PEB en hexadécimal, et on a la date à laquelle la tâche s'est lancée, et on voit la ligne de commande, et on sait que sysroot système 32, ça sera dans Windows. Donc on a le chemin de l'image, on parle d'image, ok? Le processus parent, comme on a vu, une instance maître et une instance enfant. Alors maître ou enfant, ou moi je préfère parler d'instance parent et instance enfant, parce que si on parle de maître, moi c'est esclave. Donc là c'est un petit peu buggé. Soit vous parlez en tant que maître et esclave, comme dans le système pyramidal dans lequel nous vivons, ou vous parlez en tant qu'enfant et parent, et là ça nous rapproche plus à nos liens familiaux. Je préfère parler en tant que parent et enfant que maître et esclave, parce que je déteste les maîtres et j'aime pas envie d'être un esclave. Donc, l'instance enfant se ferme après la création de la session, plus sérieusement. Le compte utilisateur, vous l'avez vu très souvent, vous savez qu'on parle du système local, et l'heure de début, c'est quelques secondes après le démarrage de l'instance maître. On n'a qu'à voir au niveau de l'horodatage. Okay, donc, qu'est-ce qui est inhabituel? Un processus parent différent autre que système 4. Le chemin de l'image est différent de C2. Windows System 32. Plus d'un processus en cours d'exécution. Les enfants s'auto-terminent en sortant après chaque nouvelle session. L'utilisateur n'est pas système. Et l'entrée de registre inattendue pour le sous-système. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel, mais ça ne veut pas dire que le système est défaillant. C'est son fonctionnement intrinsèque. Ok? Et il a été conçu à l'origine pour fonctionner comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer la machine et on va voir un petit peu ce qu'il en est.